Le vent était la seule compagnie d'Étienne, et c'était une compagnie cruelle. Il ne parlait pas, il hurlait, une complainte qui s'abattait contre sa cabane isolée sur les crêtes de la brume. Pour le garçon, ce son était la texture même de l'air, un rappel constant de sa solitude. Il sentait le froid non seulement sur sa peau, mais dans ses os, un givre interne qui ralentissait ses pensées. Sa routine était une danse mécanique contre l'oubli. La hache dans ses mains, extension de son propre bras, s'élevait et s'abaissait avec une précision née de l'habitude. Chaque éclat de bois était une petite victoire contre l'obscurité, une promesse de quelques heures de chaleur vacillante. La survie lui avait enseigné un langage d'efficacité, où chaque geste servait un unique but, voir le soleil se lever une fois de plus. La soupe dans son bol en bois était plus d'eau que de substance, un bouillon pâle où flottaient quelques racines amères. Il mangeait lentement, extrayant de chaque cuillerée non pas la saveur, mais la sensation du liquide tiède descendant dans sa gorge, une victoire momentanée contre le froid qui l'assiégeait. Ce rituel était une méditation forcée pour ancrer son esprit dans le présent, l'empêchant de vagabonder vers les fantômes d'une vie antérieure, où les souvenirs pouvaient lui voler la résolution de continuer. La cabane était son univers. Dehors, la neige tombait, effaçant les contours du monde. Il observait les flocons s'accumuler contre la petite vitre, chacune une étoile de glace unique, silencieuse, tombant dans un monde indifférent, et y voyait un étrange reflet de lui-même. C'est alors qu'un son différent trancha la monotonie du vent. Ce n'était pas le craquement d'une branche, mais un braiement faible, pathétique, presque un miaulement de douleur. Au début, Étienne l'écarta comme une illusion, un tour que la montagne aimait jouer. Apprendre à ignorer ces sons trompeurs était une des premières leçons de survie. Prêter attention à chaque fantôme sonore était une invitation à la folie, un gaspillage de vigilance. Il ferma les yeux, se concentrant sur la chaleur résiduelle dans son estomac, essayant de repousser le son. Ce n'est que le vent, ça devait l'être. Rien ne pouvait l'être. Rien ne pouvait être en vie là-dehors dans cette tempête, encore moins quelque chose d'aussi fragile. Mais le son revint, plus clair, perçant une brève pause dans le hurlement. C'était sans équivoque l'appel d'un animal, une supplique imprégnée d'une souffrance qui résonnait en lui. Un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid le parcourut, l'empathie, une émotion dangereuse. La compassion était un luxe qu'il ne pouvait se permettre, un partage de ressources qu'il ne possédait pas. Aider signifiait s'affaiblir. Il se leva, faisant les 100 pas, mais le petit braiement misérable semblait s'être logé dans son crâne, l'accusant, lui demandant si survivre était le seul but d'être en vie. L'appel se fit entendre une dernière fois, si proche, si faible. La logique se brisa. Lentement, il traversa la pièce et posa une main tremblante sur le verrou de bois glacé. Le souffle glacial de la tempête s'engouffra dans la cabane avec la violence d'un prédateur, éteignant la danse fragile des flammes dans la cheminée et plongeant la pièce dans une pénombre soudaine et hostile. Étienne sentit le froid mordre sa peau exposée, un assaut si brutal qu'il lui coupa la respiration, le forçant à reculer d'un pas. Ses yeux, s'ajustant péniblement à l'obscurité tourbillonnante de neige et de vent, se fixèrent sur la forme sombre blottie contre le mur. Ce n'était pas une illusion, c'était petit, tremblant, une tache de vie misérable dans un océan de mort blanche. La première pensée qui traversa son esprit, aussi froide et tranchante que le vent lui-même, fut une pensée de survie pure et non diluée. Viande, une source de protéines inattendue, un don providentiel de la montagne qui prenait souvent. Son estomac se contracta, non pas de dégoût, mais d'un désir primaire, une faim qui était une compagne constante. Il imaginait le poids de la carcasse, la chaleur du sang frais sur ses mains gelées, le processus méthodique de dépeçage, chaque partie utilisée, rien de gaspillé, le cuir pour réparer ses bottes, les os pour le bouillon. C'était la loi des crêtes, la seule loi qu'il connaissait. Pour vivre, il fallait que quelque chose d'autre meure. Cette logique impitoyable était le fondement de son existence, le roc sur lequel il avait bâti sa frêle forteresse contre le néant. Il commença à évaluer la situation avec le calme d'un chasseur. L'animal était blessé, incapable de fuir. L'abattre serait facile, un acte de miséricorde, presque un miaulement, mettant fin à sa souffrance tout en assurant sa propre survie pour quelques jours de plus. Il pouvait déjà sentir le goût du ragoût, la force qu'il lui donnerait pour fendre plus de bois, pour affronter la prochaine tempête. Pourtant, alors que ce calcul se déroulait dans son esprit, ses yeux se fixèrent sur ceux de la créature.
2 points d'obsidienne liquide dans la tourmente, qui ne reflétaient pas la panique aveugle d'une bête piégée, mais quelque chose de bien plus troublant. C'était une intelligence, calme, une résignation profonde, une vulnérabilité qui ne demandait rien, mais qui exposait tout. Dans ses yeux, Étienne ne vit pas une ressource, mais un reflet. Il vit sa propre solitude, sa propre lutte silencieuse contre un monde indifférent. La pensée de la viande se mua en un goût de cendre dans sa bouche, et la logique froide de la survie commença à se fissurer sous le poids d'une émotion qu'il croyait avoir enterrée depuis longtemps. L'hésitation fut un luxe d'une fraction de seconde avant que l'instinct ne prenne le dessus. Mais ce n'était pas l'instinct du prédateur. C'était autre chose, une impulsion plus ancienne, plus profonde. Il fit un pas en avant, dans la neige qui s'accumulait déjà sur le seuil, fermant partiellement la porte derrière lui pour protéger le peu de chaleur qui restait. Chaque mouvement était lent, délibéré, une pantomime de non-agression qu'il improvisait. Il garda ses mains ouvertes et basses, loin de la hache qui reposait près du foyer, son symbole de pouvoir sur ce monde. Le vent hurlait autour de lui, arrachant la chaleur de son corps, mais son univers s'était rétréci à ce petit drame qui se jouait dans la neige. L'ânon ne bougea pas, se contentant de le suivre de ses yeux immenses et sombres. Sa respiration était superficielle, chaque expiration créant un petit nuage de vapeur qui était instantanément déchiré par la tempête. En s'accroupissant, Étienne sentit le craquement de la neige sous ses genoux, le froid s'infiltrant à travers son pantalon usé. Il était maintenant au niveau de la créature, 2 êtres fragiles face à la fureur des éléments. De près, il pouvait voir l'étendue des dégâts. Le pelage de l'animal était emmêlé de glace et de sang séché. Une blessure béante sur son flanc arrière saignait encore paresseusement, une entaille cruelle et dentelée dont les bords étaient déjà bleuis par le froid. C'était sans aucun doute l'œuvre d'un piège à mâchoire, l'une de ces cicatrices de fer que les hommes de la vallée laissaient derrière eux, des spectres de leur cupidité qui continuaient à tuer longtemps après leur départ. La vue de cette blessure infligée par l'homme changea tout. Ce n'était pas la loi de la nature, la lutte honorable entre le prédateur et la proie. C'était une cruauté mécanique, une souffrance infligée par indifférence. Étienne tendit lentement une main. L'ânon tressaillit, mais ne recula pas. Le garçon toucha le cou de l'animal, sentant sous ses doigts le tremblement incessant du corps, la froideur de la mort qui s'infiltrait déjà. Sous le poil rêche, il sentit le pouls faible et rapide, une petite batterie luttant pour maintenir la machine en marche. À ce contact, un pan silencieux se forma entre eux, un lien tissé non pas de mots, mais d'une reconnaissance mutuelle de la douleur et de la solitude. La décision de faire entrer l'animal ne fut pas consciente. Elle s'imposa à lui comme une évidence, une certitude physique qui prit racine dans sa poitrine. Il aida la petite créature à se relever sur ses jambes chancelantes et la guida à travers le seuil dans la relative sécurité de la cabane. Le contraste fut immédiat. Le rugissement du vent fut réduit à un murmure lointain, et la chaleur du foyer, bien que faible, enveloppa l'ânon, le faisant trébucher de surprise. Étienne le conduisit près du feu, sur le vieux tapis de peau qui lui servait de lit, puis se tourna pour faire face au véritable dilemme. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? La question résonna dans le silence de son esprit, lourde et pleine de conséquences. Ses yeux se posèrent sur une petite caisse en bois rangée dans un coin, son apothicairerie, son trésor le plus précieux. Il l'ouvrit avec une révérence presque religieuse. À l'intérieur, le contenu était pathétique, mais pour lui, il représentait la frontière entre la vie et la mort. Un petit pot en terre cuite contenant un onguent de sa propre fabrication, un mélange de graisse de blaireau et d'aiguilles de pin pilier, un remède transmis par des murmures de mémoire. À côté, une poignée de mousse des tourbières, séchée, connue pour ses propriétés antiseptiques. Et, enveloppée dans un morceau de cuir, la relique la plus sacrée, une seule et unique bande de lin propre, vestige d'un autre monde, d'une autre vie. C'était tout ce qu'il avait. C'était sa police d'assurance contre les coupures de hache, les chutes sur la glace, les griffures d'animaux sauvages. Utiliser ses ressources sur l'ânon n'était pas un simple acte de générosité, c'était un pari insensé. C'était se désarmer, se rendre volontairement vulnérable dans un monde qui ne pardonnait aucune faiblesse. La partie de son cerveau qui avait assuré sa survie pendant toutes ces années criait à la folie.
c'était échanger sa sécurité tangible contre la survie improbable d'un animal qui, même s'il guérissait, consommerait ses maigres réserves de nourriture et d'eau. Il prit le pot d'Onguin dans sa main, sentant son poids, sa fraîcheur, la promesse de sa propre guérison future. Puis son regard se posa sur l'ânon, qui le regardait avec une confiance absolue, une confiance qu'il n'avait ni demandée ni méritée, mais qui lui était maintenant offerte comme un fardeau sacré. Avec un soupir qui sembla emporter avec lui des années de solitude et de pragmatisme endurci, il prit sa décision. La survie n'était peut-être pas la seule mesure d'une vie. Il s'agenouilla à côté de l'ânon, qui laissa échapper un petit gémissement plaintif en sentant sa proximité. D'une voix douce, un son rauque par manque d'usage, il murmurait des mots apaisants, des syllabes sans signification qui visaient à calmer non seulement la créature, mais aussi le tumulte en lui-même. Il prit d'abord un chiffon et le trempa dans le chaudron d'eau tiède suspendu au-dessus du feu, sacrifiant une partie de son eau potable pour la journée. Avec une délicatesse qui surprit ses propres mains, habitué à la brutalité du bois et de la pierre, il commença à nettoyer la plaie. Le contact de l'eau chaude fit tressaillir l'animal, mais il endura la douleur avec une stoïcité remarquable, comme s'il comprenait l'intention derrière l'acte. Le sang et la saleté s'écoulèrent, révélant la véritable étendue de la blessure, une lacération profonde qui avait dû atteindre le muscle. Le cœur d'Étienne se serra. Il prit ensuite la mousse sèche et l'appliqua doucement sur la plaie pour étancher le reste du saignement, la texture spongieuse absorbant le liquide carmin. Chaque geste était une cérémonie, un rituel qui le transformait. Il n'était plus seulement un survivant luttant pour sa propre existence. Il était un guérisseur, un gardien. Il sentait la chaleur du petit corps contre ses mains, la fragilité de la vie qu'il tenait entre ses doigts. Le monde extérieur, avec sa tempête et ses dangers, s'estompa pour devenir un bruit de fond sans importance. Seul ce moment existait, la lumière vacillante du feu, l'odeur de fourrure mouillée et de sang, et la respiration laborieuse de la petite créature. Finalement, il ouvrit le précieux pot d'onguent. L'arôme piquant de la résine de pin emplit l'air, une odeur de forêt et de guérison. Il en préleva une noisette sur son doigt. La pommade était froide et épaisse. Il regarda la plaie nettoyée, puis le contenu du pot. C'était sa dernière défense, son bouclier contre l'avenir incertain. L'utiliser maintenant, c'était marcher délibérément dans le vide, sans filet de sécurité. Sa main tremblait, suspendue au-dessus du flanc de l'ânon, l'onguent brillant comme une larme de sève sur son doigt, un sacrifice ultime qui attendait d'être consommé. La main d'Étienne flottait dans l'air, un pont suspendu entre deux mondes, entre la logique glaciale de la survie et l'appel irrationnel de la miséricorde. Le pot d'onguent dans son autre main semblait peser une tonne, chaque gramme représentant un jour de sécurité, une barrière contre la septicémie, une promesse de lendemain. La partie de son esprit qui avait été forgée dans la solitude et la privation hurlait en silence. C'était une folie, un suicide par procuration. Cet animal n'était rien pour lui, une simple anomalie dans la tempête, un fardeau qui consommerait ses ressources avant de mourir de toute façon. Donner son seul remède, c'était comme jeter sa hache dans un ravin, c'était se désarmer face à un ennemi qui ne connaissait aucune pitié. Le vent à l'extérieur semblait approuver, ses lamentations se moquant de son hésitation. La montagne ne récompensait pas la faiblesse, elle la dévorait. Que devrais-je faire ? La question n'était pas un murmure, mais un cri qui résonnait dans le vide de son crâne, une fracture dans la certitude de son existence. Il baissa les yeux vers la créature. L'ânon ne le suppliait pas, il ne faisait rien d'autre que d'exister, de respirer péniblement, son petit corps une carte de la douleur. Et dans ses yeux sombres et liquides, Étienne ne vit pas un animal, mais un miroir. Il y vit le reflet de sa propre fragilité, de toutes les fois où il avait eu froid, faim, peur. Il y vit la solitude absolue, la même qui le rongeait chaque nuit dans le silence de la cabane. Sacrifier sa sécurité pour cette créature, ce n'était pas simplement soigner une blessure, c'était se soigner lui-même. C'était un acte de défi, un cri lancé à la face de l'univers indifférent, une affirmation que même ici, au sommet du monde désolé, un acte de bonté pouvait exister. La survie n'était pas seulement une question de battement de cœur, mais aussi de ce qui faisait que le cœur valait la peine de battre. Avec un souffle qui semblait emporter des années de pragmatisme endurci, la décision se cristallisa non pas dans son esprit, mais dans ses muscles. Sa main cessa de trembler. Elle descendit, lente et délibérée, jusqu'à ce que le bout de son doigt, chargé de la précieuse pommade, touche le bord de la plaie béante.
L'anon tressaillit violemment, un spasme de douleur pure parcourant son corps frêle, et un gémissement aigu et étranglé s'échappa de sa gorge. Étienne ne retira pas sa main. Au lieu de cela, il commença à appliquer l'onguent avec une douceur infinie, sa voix s'élevant dans un murmure rauque et inutilisé, des syllabes apaisantes qui n'avaient aucun sens mais qui portaient tout le poids de son intention. L'odeur âcre et résineuse du pas emplit l'air, se mêlant à l'odeur de fourrure mouillée et de sang, créant un parfum étrangement sacré, l'encens d'un rituel improvisé. Il sentit la chaleur fiévreuse de la peau de l'animal sous ses doigts, le frémissement des muscles en dessous. Le monde extérieur cessa complètement. Il n'y avait plus de tempête, plus de montagne, plus de solitude. Il n'y avait que ce moment, cet acte de connexion intime et profonde. Le feu dans la cheminée crépitait, projetant des ombres dansantes sur les murs qui semblaient se pencher pour observer. Chaque geste était mesuré, une chorégraphie de guérison. Il n'était plus seulement Étienne, le survivant. Il était devenu autre chose, un gardien, un soignant. Et dans cet acte de donner sans rien attendre en retour, il sentit une chaleur se propager dans sa propre poitrine, une chaleur que le feu ne pourrait jamais produire, une braise longtemps endormie qui se ravivait enfin. Une fois l'onguent appliqué, formant une couche protectrice et sombre sur la blessure, il se tourna vers son trésor ultime, la bande de lin. Il la déplia avec une révérence presque religieuse, sa blancheur immaculée semblant briller dans la pénombre de la cabane. C'était un fantôme d'un autre monde, un monde où la propreté n'était pas un luxe. Enrouler ce tissu autour du flanc de l'anon était le sceau final de son sacrifice. Il travailla avec soin, créant un pansement ferme mais doux, le nœud final un engagement silencieux. Quand il eut terminé, il resta agenouillé un instant, sa main posée sur le pansement, sentant la respiration de la créature devenir un peu plus régulière, un peu plus profonde. Mais l'acte de compassion, une fois commencé, semblait avoir sa propre inertie. Il vit la déshydratation dans les yeux ternes de l'anon, la faiblesse qui venait non seulement de la blessure, mais aussi de la faim. Sans même une pause pour réfléchir, il se leva, prit son propre bol en bois, celui qui contenait sa ration d'eau pour la nuit et le lendemain matin, et le plaça devant le museau de l'animal. L'anon hésita, puis commença à laper l'eau avec une avidité désespérée, le son de sa petite langue contre le bois résonnant dans la cabane silencieuse. Puis, Étienne regarda la poignée de racines bouillies qui restait dans la marmite, son seul repas pour le jour suivant. Il les écrasa avec ses doigts et les offrit dans la paume de sa main. La créature les renifla, puis les mangea, sa confiance totale et absolue. Regarder l'amant consommer sa propre survie ne lui causa aucune angoisse. Au contraire, il ressentit une plénitude étrange, comme si en vidant ses réserves, il avait rempli un vide bien plus grand en lui-même. L'anon, ses besoins immédiats satisfaits, laissa échapper un long soupir, un son de pur épuisement qui semblait venir du plus profond de son être. Il tourna lentement sa tête et fixa Étienne. Le contact visuel fut intense, une communication silencieuse qui transcendait les barrières des espèces. Il n'y avait pas de gratitude servile dans ce regard, mais quelque chose de plus profond, une reconnaissance, une acceptation. C'était comme si l'animal voyait directement dans l'âme du garçon, reconnaissant le sacrifice qui avait été fait. Étienne sentit le poids écrasant de sa solitude, une constante de sa vie, se soulever légèrement, remplacée par le fardeau fragile mais tangible de la responsabilité pour une autre vie. Il resta là, à observer la petite créature, sa respiration devenant plus calme, le tremblement de son corps s'apaisant enfin dans la chaleur du foyer. Alors qu'il regardait, fasciné par ce petit miracle de survie qu'il avait contribué à créer, il remarqua un phénomène étrange et inexplicable. Du coin de l'œil de l'anon, une seule larme se forma. Mais elle n'était pas faite d'eau. Elle semblait plus dense, presque huilleuse, et elle captait la lumière du feu, la réfractant en un kaléidoscope de couleurs douces. La larme grossit, scintillant d'une lueur interne, puis se détacha et roula lentement sur le pelage sombre de sa joue. Au lieu de s'absorber ou de s'égoutter, elle tomba, heurtant le plancher de bois non pas avec un bruit humide, mais avec un tintement cristallin, un son si pur et si inattendu qu'il fit sursauter Étienne. Sur le sol poussiéreux, à la lueur du feu, gisait non pas une goutte de liquide, mais une petite pierre laiteuse, parfaitement lisse, qui pulsait d'une lumière douce et opalescente. Le silence qui suivit la tempête était une chose vivante, une entité palpable qui pesait sur le monde avec une douceur immaculée. Lorsque Étienne poussa la porte de la cabane, la lumière le frappa avec une intensité presque violente, une explosion de blancheur qui le força à plisser les yeux. Le monde n'était plus gris et tourbillonnant, mais une toile infinie de blanc pur sous un ciel d'un bleu si profond qu'il en paraissait presque noir au bord.
Chaque surface, chaque branche, chaque rocher était recouvert d'une épaisse couche de neige fraîche, sculptée par le vent en vagues douces et en arêtes vives. L'air était si froid qu'il semblait crépiter, et chaque inspiration était une morsure vive dans ses poumons. Mais c'était un froid propre, purificateur, qui semblait avoir lavé le monde de sa solitude et de sa grisaille. À ses côtés, Opal fit un pas hésitant, ses petits sabots s'enfonçant dans la poudreuse avec un son doux et étouffé. Le garçon sentit la chaleur de la première opale dans la poche de sa chemise, un contrepoint secret et vibrant au froid ambiant. Pour la première fois, il ne regardait pas ce paysage comme un champ de bataille, une série d'obstacles entre lui et le jour suivant. Il le voyait. Il voyait la courbe délicate d'une congère, le motif complexe du givre sur une pierre noire, la façon dont l'ombre des grands sapins peignait des bandes de cobalt sur la neige. Il n'était plus un intrus dans ce monde, mais une partie de celui-ci, un observateur silencieux de sa majesté redoutable. Lui et Opal commencèrent à marcher, sans but précis, simplement pour sentir le craquement de la neige sous leurs pieds, pour respirer cet air neuf. Le lien entre eux était une corde invisible, un courant silencieux de compréhension mutuelle. Opal marchait près de lui, donnant parfois un léger coup de tête contre sa jambe, et Étienne posait sa main sur le cou de l'animal, sentant la chaleur de la vie sous le poil rêche. Le silence n'était plus vide, il était rempli de leur présence partagée. C'est alors qu'un son étranger déchira la perfection cristalline de la matinée. Distant au début, mais indubitable. L'aboiement frénétique de chiens de chasse, suivi par le bruit sourd et régulier de pas lourds dans la neige. Le son était brutal, mécanique, une intrusion de fer et de violence dans un monde de verre. La peur, une vieille amie froide et familière, s'enroula autour du cœur d'Étienne comme un serpent de glace, le ramenant instantanément à la réalité crue de sa survie. Les chasseurs, les hommes sans visage de la vallée. Leur piège avait presque tué Opal. Leur présence maintenant menaçait de finir le travail et de l'emporter avec lui. La beauté s'évapora, remplacée par la géométrie dure du danger. Leurs traces, les siennes et celles plus petites d'Opal, étaient une traînée sombre et évidente sur la toile blanche, un chemin menant directement à eux. La panique était un goût métallique dans sa bouche. Son esprit, entraîné par des années de vigilance solitaire, se mit à tourner à une vitesse vertigineuse, évaluant les options, les voies de fuite, les cachettes possibles. Mais il n'y en avait aucune. Le paysage ouvert, qui lui avait semblé si libérateur un instant plus tôt, était devenu un piège mortel. Ils étaient exposés, vulnérables, deux petites taches sombres sur une immensité blanche. Les aboiements se rapprochaient, plus forts, plus avides. Ils pouvaient maintenant distinguer le son de voix humaines, des éclats de rire rudes qui flottaient dans l'air glacial, des sons qui n'avaient pas leur place ici, des sons de conquête et de mépris pour le silence de la montagne. L'instinct hurlait de courir, de retourner à la cabane, mais ils savaient que c'était inutile. Ils étaient trop lents, surtout Opal, et les chiens les rattraperaient en quelques minutes. La seule chance, si mince soit-elle, était de se cacher. Il attrapa la petite corde qui servait de licol à Opal et le tira derrière un affleurement de roches noires qui perçait la neige, une cachette pathétique qui ne dissimulerait qu'une fraction de leur corps. Il se pressa contre la pierre glacée, sentant le froid s'infiltrer à travers ses vêtements usés, et força Opal à se coucher dans la neige à côté de lui. Son cœur battait si fort qu'il était sûr que le son devait être audible, un tambour de terreur résonnant dans la vallée silencieuse. Il retint son souffle, chaque muscle de son corps tendu au point de rupture. Et c'est là, dans le paroxysme de sa peur, qu'il remarqua l'étrange comportement d'Opal. La petite créature ne tremblait pas. Elle ne montrait aucun signe de peur. Au lieu de cela, elle était d'un calme surnaturel. Ses longues oreilles pivotaient pour suivre le son des chasseurs qui approchaient, mais son corps restait détendu. Il leva la tête et regarda dans la direction du danger. Et ses yeux, ces profonds bassins d'obsidienne liquide, ne contenaient aucune panique. Ils étaient remplis d'une sérénité profonde, presque d'une attente. Cette quiétude anormale était plus déconcertante que la peur elle-même. C'était comme si l'Anon savait quelque chose qu'Étienne ignorait, comme s'il percevait une réalité différente de celle terrifiante qui se déroulait. Simultanément, la pierre dans la poche d'Étienne commença à chauffer, non pas d'une chaleur douce, mais d'une pulsation intense et rapide, un battement de cœur de lumière contre sa propre poitrine affolée. Les silhouettes des chasseurs apparurent, au sommet d'une petite crête, deux formes sombres et massives se découpant sur le ciel bleu, flanquées de deux chiens noirs qui tiraient sur leur laisse, le nez au sol suivant leur piste.
Ils étaient plus proches qu'Étienne ne l'avait craint. Le cœur du garçon s'arrêta. C'était la fin. Ils allaient les voir. Il ferma les yeux, s'attendant à entendre le cri de découverte, le changement dans le ton des aboiements. Mais rien ne vint. À la place, une sensation étrange commença à l'envahir. Un bourdonnement à basse fréquence, si bas qu'il le sentait plus dans ses os qu'il ne l'entendait avec ses oreilles, semblait émaner d'Opale. L'air autour d'eux se mit à onduler, à scintiller, comme l'air au-dessus d'un feu en plein été. La lumière du soleil, si nette et si brillante un instant auparavant, sembla se courber et se déformer autour de leur cachette rocheuse, créant un voile subtil et irisé. Étienne ouvrit les yeux et regarda, stupéfait. Le monde à travers ce voile semblait légèrement flou, les couleurs se fondant les unes dans les autres comme une aquarelle. Il regarda ses propres mains et les vit à travers cette brume dansante, comme si elles étaient sous l'eau. Les chasseurs descendirent la crête, marchant droit vers eux. Un des chiens s'arrêta, grogna et tira sur sa laisse, le nez pointé directement dans leur direction. Le cœur d'Étienne remonta dans sa gorge. Mais l'un des hommes tira sèchement sur la laisse, lui criant de continuer. L'homme s'arrêta à son tour, à moins de 20 mètres de leur cachette, et balaya la zone du regard. Ses yeux passèrent directement sur eux. Étienne pouvait voir le détail de son visage buriné par le froid, la buée de son souffle, le regard vide et impatient dans ses yeux. Mais ce regard ne s'attarda pas. Il glissa sur leur position comme si elle n'était qu'un autre rocher couvert de neige, une partie vide du paysage. L'homme haussa les épaules, dit quelque chose à son compagnon que le vent emporta, et ils continuèrent leur chemin, disparaissant derrière une autre congère. Le son de leurs pas et des aboiements s'estompa, laissant derrière lui le silence primordial. Le bourdonnement cessa, le voile de lumière chatoyant se dissipa. Étienne resta figé, le souffle coupé, son esprit incapable de combler le fossé entre ce qu'il venait de voir et tout ce qu'il avait toujours su du monde. Il se tourna vers Opale. La petite créature se contenta de le regarder, puis de lui donner un petit coup de museau sur la main. Un geste simple et terre-à-terre qui contrastait de manière absurde avec le miracle qui venait de se produire. Étienne resta agenouillé dans la neige pendant un long moment, après que les chasseurs eurent disparu, son corps tremblant non plus de peur, mais de la rémanence d'une expérience qui avait brisé les fondations de sa réalité. Il sortit lentement la première opale de sa poche. Dans la paume de sa main, la pierre pulsa d'une lumière vive et chaude, un blanc laiteux tourbillonnant d'éclats de feu internes, avant de retrouver sa lueur douce et constante. Il comprit alors, avec une clarté qui était moins une pensée qu'une révélation, que la valeur de ces larmes n'était pas dans leur beauté ou leur substance. Elles n'étaient pas un trésor à échanger ou à cacher. Elles étaient la manifestation d'autre chose, d'un pouvoir bien plus grand, la protection. La gratitude d'Opale n'était pas un simple sentiment, c'était un bouclier, un sanctuaire tissé de lumière et de silence, une magie qui ne combattait pas le monde, mais s'y cachait à la vue de tous. Son acte de compassion, le sacrifice de ses maigres ressources pour une créature mourante, lui avait été rendu non pas en nature, mais d'une manière qui transcendait la logique de la survie. Il n'avait pas gagné de la nourriture ou de la chaleur, il avait gagné un refuge. Une sécurité qui ne dépendait pas des murs d'une cabane, mais d'un lien invisible. Il glissa lentement au sol, le dos contre le rocher froid, et laissa échapper un souffle qui semblait contenir des années de tension et de solitude. Il regarda le paysage autour de lui. La montagne n'était plus une ennemie, une force indifférente contre laquelle il devait lutter chaque jour. Elle était devenue une toile de fond, une scène pour une histoire différente qui commençait à peine à s'écrire. Le combat pour la survie n'était pas terminé, le froid mordrait encore, la faim reviendrait. Mais le combat n'était plus solitaire, il n'était plus une lutte contre, mais un voyage avec. Il regarda Opale, qui avait trouvé une touffe d'herbe sèche dépassant de la neige et la mâchait paisiblement. Ce petit être fragile n'était pas un fardeau, il était une ancre, un partenaire, le centre de ce nouveau monde étrange et merveilleux. Les opales dans la bourse en cuir à ceinture n'étaient pas des richesses, mais des promesses. La promesse que la bonté n'était pas une faiblesse, mais une force capable de plier la réalité. Pour la toute première fois, en regardant l'horizon lointain, il ne vit pas la fin de son monde confiné, mais un commencement infini. Un chemin s'étendait devant eux, invisible mais réel, scintillant d'une douce lumière opalescente. Où ce chemin les mènerait-il, maintenant que les anciennes règles de la peur et de la solitude ne s'appliquaient plus?
La question flottait dans l'air pur et glacial, non pas avec le poids de l'incertitude, mais avec la légèreté vertigineuse d'un espoir sans limite. Dehors, le monde était neuf, lavé par la compète. Le soleil étincelait sur la neige, non plus comme une lueur froide et distante, mais comme une promesse. Étienne respira profondément, l'air glacial emplissant ses poumons d'une clarté qu'il n'avait jamais connue. Il se retourna et regarda la cabane, sa forteresse, son refuge, sa prison de solitude. Pour la première fois, ces murs de bois ne lui offraient aucun réconfort, seulement le souvenir d'une vie vécue dans la peur. Opale se frotta doucement contre sa jambe, et dans ce simple contact, Étienne comprit que son foyer n'était plus un lieu, mais un lien. Sa survie n'était plus une fin en soi, mais le début d'un voyage partagé. La décision fut aussi silencieuse et naturelle que la chute d'un flocon. Il n'y eut aucune hésitation. Il rentra une dernière fois, non pour s'attarder, mais pour rassembler l'essentiel. La petite bourse en cuir contenant les opales, dont la douce chaleur pulsait contre sa paume. Sa hache, non plus une arme contre le froid, mais un outil pour construire un avenir. Un petit paquet de nourriture, juste assez pour commencer. Il jeta un dernier regard à l'intérieur vide, un sanctuaire qui avait rempli son office, mais qui appartenait désormais au passé. Dehors, Opale l'attendait, ses yeux sombres emplis d'une confiance sereine. Il n'avait pas besoin de mots pour savoir qu'ils partaient ensemble, pour toujours. Ils tournèrent le dos à la cabane et commencèrent à marcher, s'éloignant des crêtes de la brume qui avait défini toute son existence. Leurs pas étaient les premiers à marquer la neige immaculée, traçant un chemin non vers un abri, mais vers l'horizon. Chaque craquement sous leurs pieds était une note dans la symphonie d'un nouveau départ. Étienne sentait la chaleur des opales contre sa poitrine, un phare intérieur le guidant à travers l'immensité blanche. Il ne fuyait plus la montagne, il la quittait, emportant avec lui sa magie la plus précieuse. Le vent, autrefois son ennemi cruel, semblait maintenant murmurer des encouragements, les poussant doucement vers le monde qui les attendait en contrebas. Au sommet d'une crête, ils s'arrêtèrent, dominant les vallées qui s'étendaient à perte de vue, un patchwork de forêts sombres et de plaines blanches. Le monde était si vaste, si plein de possibilités inconnues. Pour la première fois, l'incertitude n'était pas une menace, mais une invitation. Il n'était plus le garçon solitaire des montagnes, mais un gardien, un voyageur. À ses côtés, Opale leva la tête, ses yeux reflétant le ciel infini. Où leur chemin les mènerait-il? Quelles autres solitudes pourraient-ils réchauffer avec la lueur silencieuse de leurs larmes d'opale? Le voyage ne faisait que commencer, et chaque pas était une promesse de lumière.